Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Kenya et le Maroc. Le nouveau président William Ruto recevait ce 14 septembre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Une audience centrée entre autres sur l'épineux dossier du Sahara. Le Cameroun érige un monument en mémoire de Ruben Oumiobe à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de sa disparition. Le leader indépendantiste avait été abattu en 1958 par l'armée française. Et puis la signature d'un mémorandum d'entente relative au projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un texte signé entre autres par la CEDEAO qui confirme son engagement à favoriser la faisabilité de ce projet d'envergure. Mais tout d'abord, la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa aux États-Unis. Le chef de l'État a été reçu ce 16 septembre par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine, le changement climatique ou encore le développement du commerce et des investissements. Une rencontre avec la vice-présidente Kamala Harris était également au programme. Des entretiens qui reflètent une certaine offensive diplomatique des États-Unis à l'heure de l'influence grandissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Notons que cette visite intervient quelques mois avant le sommet Afrique-États-Unis annoncé par le président Joe Biden. Cette rencontre doit se tenir à Washington du 13 au 15 décembre prochain. Dans l'actualité également, direction le Tchad où le dialogue national a bel et bien repris ce 15 septembre. La veille, les religieux avaient demandé sa suspension et pour cause, ils voulaient réintégrer dans le dialogue les réfractaires qui le boycottent. Les religieux avaient annoncé avoir trouvé un accord avec la coalition Wakitama notamment, mais aussi avec le parti Les Démocrates. Le texte prévoyait une suspension du dialogue de façon à réexaminer le quota des participants. L'installation d'un nouveau présidium était également avancée. Mais les religieux n'ont finalement pas obtenu gain de cause et déplorent ne pas avoir été écoutés. Rappelons que ce dialogue est censé prendre fin le 30 septembre prochain. Au Kenya, le nouveau président William Ruto a reçu le 14 septembre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les deux parties ont échangé autour du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États dans le domaine du commerce, du tourisme, de l'éducation, encore de l'agriculture. La question du Sahara était également au cœur des discussions. À ce propos, le chef de l'État kényan s'est dit ouvert à une solution de l'ONU. Nathalie Mo. Après avoir assisté à la prestation de serment du président kényan, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a été reçu en audience au palais présidentiel le 14 septembre 2022. Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'agriculture, du tourisme, de la santé et de l'énergie. Au menu des échanges également, la question de l'autonomie du Sahara occidental, territoire disputé entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique, proclamée en 1976 par le Front Polisario, mais non reconnu par plusieurs États du monde. L'agence de presse officielle marocaine, citant un communiqué de la rencontre entre le chef de la diplomatie marocaine et le président William Ruto, rapporte que le Kenya a décidé de révoquer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui et que des mesures étaient initiées pour la fermeture de sa représentation à Nairobi. Le tweet du nouveau président kenyan William Ruto annonçant le 14 septembre une rupture des liens diplomatiques de son pays avec la République arabe sahraoui démocratique peut s'inscrire sous le prisme d'une maladresse diplomatique. Pour preuve, le tweet a été supprimé quelques heures plus tard, créant ainsi une confusion sur la réelle position du Kenya. De son côté, le président William Ruto, sur ses comptes officiels, a indiqué que le Kenya fait confiance au cadre des Nations Unies pour trouver une solution durable aux différends qui opposent le Maroc au Front Polisario depuis 1976. Le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU propose la tenue de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. En outre, une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a été établie depuis 1991 pour préparer un référendum à l'occasion duquel le peuple du Sahara occidental choisirait entre l'indépendance et l'intégration au Maroc.
La question de la reconnaissance ou de la souveraineté du Polisario est un problème épineux et qui dépasse le simple seuil du Kenya. L'ONU, quant à elle, considère le Sahraoui occidental comme un territoire non autonome en l'absence d'un règlement définitif et a déployé une mission de maintien de la paix, la MINURSO, afin d'éviter toute escalade. Le Kenya était jusqu'ici un allié de la République arabe sahraoui. En 2021, sous le leadership de l'ex-président Uhuru Kenyatta, le Kenya réitérait son soutien au Front Polisario. En avril 2022, le pays d'Afrique de l'Est avait inscrit la question sahraoui dans l'agenda du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. Jusqu'à l'entrevue du 14 septembre 2022, le Kenya plaidait pour la prise en compte des positions de l'Union africaine qui reconnaît au Sahara occidental le droit à l'autodétermination et à l'organisation d'un référendum. Le Cameroun rendait ce 13 septembre un hommage à Ruben Oumniobé. Un monument a été érigé en sa mémoire à Boumniébel, localité située dans la région du centre. Figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, il avait été abattu par l'armée française le 13 septembre 1958. Une date sombre dans l'histoire commune entre le Cameroun et la France. Les explications de Nathalie Mo. Faire le deuil d'un passé colonial douloureux, voire tabou, c'est la symbolique du monument à la mémoire de Ruben Oumniobé qui trône depuis le 13 septembre 2022 dans la ville de Boumniébel, bourgade de la région du centre située à 88 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Cette cité est celle dans laquelle le combattant pour l'indépendance camerounaise a été assassiné par l'autorité coloniale française en 1958. Ruben Oumniobé, célébré en martyr, est porté à la tête du parti de l'Union des populations du Cameroun en 1948. À l'occasion du 64e anniversaire de sa disparition, son parti est prêt à construire une nouvelle relation avec la France, dont l'ambassadeur Christophe Guilou a pris part à l'inauguration de la nouvelle stèle. De la célébration d'un engagement, d'un homme qui a donné le meilleur de lui-même pour être utile à sa nation. Ce 13 septembre 2022 est mémorable parce que il nous ramène dans l'histoire de Oumniobé. Nous avons été agréablement surpris par la décision de monsieur l'ambassadeur d'être en ces lieux. Nous saluons cette démarche parce qu'elle constitue l'avenir, le fondement de la coopération avec l'Afrique. L'Union des populations du Cameroun est ici devant vous aujourd'hui. La France a reconnu pour la première fois sa responsabilité dans des massacres au cours des luttes pour l'indépendance du Cameroun le 3 juillet 2015 lors de la visite de l'ex-président François Hollande. En séjour officiel à Yaoundé du 25 au 27 juillet 2022, le président Emmanuel Macron a assuré de la gestion du contentieux historique entre les deux pays en créant une commission d'historiens qui établiront les responsabilités de ce passé douloureux. À l'occasion du 64e anniversaire de la disparition de Oumniobé, son parti l'UPC est prêt à construire une nouvelle relation avec la France. Il est plus important encore dans le contexte que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous essayons de promouvoir la guerre et la division, parfois nous oublions que ce pays, nous l'avons obtenu grâce au sacrifice de nos pères fondateurs. Le combat pour l'indépendance de Ruben Oumniobé commence avec sa rencontre avec l'instituteur français Gaston Donat en 1930. Le 17 décembre 1952, il a porté l'un de ses principaux credos à la chaire de l'Organisation des Nations Unies, la réunification du Cameroun oriental francophone et du Cameroun occidental anglophone. Un combat remis en question depuis 2017 avec l'apparition d'une crise séparatiste anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc semble se concrétiser. Ce 15 septembre, un mémorandum d'entente a été signé à Rabat entre des représentants de la CEDEAO, de la National Nigerian Petroleum Company Limited et de l'Office marocain des hydrocarbures et des mines. Un texte qui vient confirmer l'engagement de l'organisation sous-régionale et, je cite, « l'ensemble des pays traversés à contribuer à la faisabilité de cet important projet ». Son coût estimé environ 25 milliards de dollars. Marie-Colette Babasagana.
De la parole aux actes, le Maroc et le Nigeria confirment leur volonté de réaliser leur projet de gazoduc transnational. Le mémorandum d'entente du projet a été signé ce jeudi 15 septembre 2022 à Rabat. Le protocole d'entente a été paraphé par Sediko Douka, commissaire infrastructure, énergie et digitalisation de la CEDEAO, Malamele Kolo Kiari, président directeur général de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, et Amina Ben Kadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc. Il permettra d'établir des relations bilatérales et multipliera les multilatérales plus apaisées et fera ainsi naître un environnement propice au développement et à la croissance. Selon le communiqué conjoint publié à l'issue de la signature du document, ce mémorandum d'entente vient confirmer l'engagement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et l'ensemble des pays traversés par le gazoduc à contribuer à la faisabilité de cet important projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et offrira également une nouvelle voie d'exportation vers l'Europe. Soyez assurés que NNPC, en tant qu'entité commerciale très importante aujourd'hui, travaillera avec vous pour réaliser ce projet. Nous allons également chercher de l'aide auprès d'autres personnes disponibles dans le financement et d'autres partenariats techniques. Le monde nous regarde, tout le monde est préoccupé par la transition énergétique. Le monde acceptera cependant que nous ayons la flexibilité d'utiliser le gaz comme énergie de transition à l'horizon de transition à l'origine 2050 ou 2060. Selon la présentation officielle de cette initiative, ce gazoduc stratégique participera à l'amélioration des conditions de vie des populations, l'intégration des économies de la sous-région et l'atténuation de la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable et aura également des retombées économiques considérables sur la région en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement. La signature de ce mémorandum vient à un moment où nos dirigeants luttent pour la valorisation de nos ressources naturelles. Une fois achevé, le projet fournira environ 3 milliards de pieds cubes standards par jour de gaz le long de la côte ouest africaine depuis le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc. Cette infrastructure permettra aussi d'alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Nous partons à présent pour le Mozambique à la rencontre de Mauricio Matapissé. En 2013, il a lancé sa marque de vêtements baptisée NTL pour Nothing to Lose. Alors que ses créations connaissent un franc succès à Maputo, Mauricio Matapissé voit plus grand et ambitionne d'aller à la conquête du marché international. Karine Selvam. Concentré avec son stylo en main, ses croquis et ses dessins en disent long sur son talent. Mauricio Matapissé semble maîtriser à la perfection l'art du modélisme. Il est le créateur de la marque de vêtements NTL qui a vu le jour en 2013, une marque qui fait fureur à Maputo, la capitale du Mozambique. Malgré tout, il ne compte pas s'arrêter là, il espère se hisser au même niveau que les meilleurs créateurs du monde. À ce stade, je pense que nous devons encore travailler davantage, nous devons donner plus de qualité à nos adeptes, à ceux qui croient en notre projet, à ceux qui achètent nos produits. Nous devons créer cette dynamique qui fait que lorsqu'une personne va dans un magasin pour acheter Gucci ou Nike et qu'elle voit NTL, elle ressent un certain équilibre. Il se demande s'il doit acheter ceci ou cela. Le client devrait sentir NTL à ce niveau, ce qui est ma préoccupation actuelle. Je ne suis pas trop inquiet de vouloir rejoindre un tel ou un tel pour la visibilité. Une visibilité qu'il souhaite obtenir grâce à la conception originale de ces modèles divers et variés. Des ensembles colorés, des gilets ou encore des casquettes, il y en a pour tous les goûts chez NTL. L'entrepreneur de 39 ans a réussi à refaire la garde-robe de plusieurs Mozambicains comme Mata ou encore Neuza. Je suis un passionné de chapeaux et j'ai trouvé des chapeaux de qualité chez NTL. Donc je dépense beaucoup moins pour avoir la même qualité. Le produit est bon marché pour sa qualité. J'aime la collection d'été car le tissu est très bon et vous avez la liberté de choisir la couleur, la taille et le design de vos vêtements.
Des vêtements au design originaux qui permettront aux modélistes mozambicains de donner une renommée internationale à sa marque, du moins c'est l'objectif visé. À l'actualité sportive à présent avec la préparation du Maroc à l'approche du mondial de football 2022, une compétition qui représente un défi de taille pour le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. L'ancien international a été nommé le 31 août dernier en remplacement de Vaïd Halilhodžić, son portrait avec José Douglas. Walid Regragui est né en France et a joué dans plusieurs clubs, mais son cœur a toujours penché pour le Maroc. Son palmarès en club est aussi très riche. Il a fait ses armes au FUS de Rabat. Entre 2014 et 2020, Walid Regragui a dirigé pendant quelques mois le club qatari Al Douaï, avant de rejoindre le Wydad Casablanca en 2021, où il a remporté la Ligue des champions d'Afrique aux dépens du grand rival égyptien Al Ahly. Nous sommes tous derrière Walid Regragui dans sa nouvelle mission à la tête de l'équipe nationale. On lui souhaite bonne chance et bon courage. Et dès sa nomination, Walid Regragui, qui a signé pour 4 ans, était conscient du travail qu'il attendait. Il va diriger ses premiers matchs en tant que sélectionneur avec 2 rencontres amicales face au Chili le 23 septembre et le Paraguay le 27. Le public marocain attend de bons résultats. On espère faire de grandes choses. On va tout donner pour vous rendre heureux. Il doit faire mieux qu'en 1986 au Mexique, où le Maroc était la première équipe africaine de l'histoire à atteindre un 8e de finale de la Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football, c'est quelqu'un qui a porté ce maillot, c'est quelqu'un qui a joué le haut niveau parmi l'équipe nationale, au sein de l'équipe nationale, quand il était dans l'équipe de Badou Zaki et qui a joué cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie. Pour ces 2 prochains matchs amicaux, le sélectionneur s'appuiera sur 2 internationaux qui évoluent en Europe, Noussaïr Mezraoui du Bayern et Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Voilà, pour une équipe comme le Maroc aujourd'hui, avoir 2 latéraux de très 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 haut niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est effectivement une chance. Après, ça comporte aussi des problèmes en termes de temps de jeu, parce que forcément, faudra voir comment va jouer Walid Regragui, est-ce qu'il va jouer en 3-5-2 ou pas, un schéma qui correspond énormément au profil de jeu d'Achraf Hakimi. Hakim Ziyech et Younes Belhanda effectuent leur grand retour en sélection. Et pour les rendez-vous du Qatar, le Maroc jouera en groupe F contre la Croatie, la Belgique et le Canada. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.